Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Canal Info News. Bienvenue à ce bloc d'informations que j'aurai l'honneur et le plaisir de faire avec Georgette Chavez Rodriguez. Nous allons commencer par le secteur de l'éducation qui connaît des difficultés en ce moment. Georgette, bonjour. Bonjour à vous, Mounda Wendiaye. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information. 2 heures d'information sans relâche, comme l'a dit tout à l'heure Mamadou Awendiaye. Nous démarrons par l'éducation. Les cours dans les établissements scolaires du moyen secondaire ont été interrompus ce jeudi dans toute la ville de Pikine. Les élèves et étudiants de cette localité sont dans les rues. Ils réclament une subvention annuelle de 200 millions que leur doit la mairie. Et c'est un reportage de Sékou Djemé. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume de dire, mais en ce qui concerne l'éducation, le plus tôt est toujours la meilleure option. Dans ce monde où l'avenir appartient sans conteste à ceux qui se lèvent tôt, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a choisi d'introduire l'apprentissage de l'anglais, des mathématiques et des sciences au niveau des cases des tout-petits. Grâce donc à ce projet Waterford Early Learning, développé en partenariat avec l'Institut américain Waterford, les enfants apprennent dès le préscolaire ce que leurs aînés apprenaient au collège. De 0 à 6 ans, l'enfant est capable d'apprendre 6 langues et de les maîtriser toutes. Les locaux de la mairie de Pikine pris d'assaut ce jeudi matin par des élèves et étudiants de cette même ville. Ils réclament une subvention annuelle d'un montant de 200 millions de francs CFA que leur doit cette municipalité. C'est des bourses que le maire doit aux élèves et étudiants de Pikine. C'est une enveloppe de 200 millions qui a été votée par l'équipe municipale. Et ce que nous constatons quand nous sommes approchés du maire, nous a dit qu'il y a 90 millions qui ont été dégagés pour des prises en charge. Nous sommes d'accord pour les prises en charge, mais sur quelle base pour la distribution? C'est une distribution subjective qui en a été faite. Nous voyons des étudiants qui sont là, qui cartouchent et qui leurs parents ne peuvent pas payer une formation, qui ont déposé une prise en charge mais qui n'en ont pas. Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y a 90 millions qui a été pris en charge, ça pose problème. Ils n'ont pas eu la subvention à cause de ce que je viens de vous dire. Il y avait un choix à faire. Nous aurions pu dire que il y a ce problème-là qui a été réglé. Je pense, quand nous disons qu'ils n'ont pas la subvention, je parle de cette année, parce que l'année dernière, ils l'ont eu. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut être clair. Les 100 millions de cette année, qui ont été portés à 200 millions dans le budget, dans le nouveau budget, c'est de ça qu'il s'agit. Pour les 100 millions, comme je dis, il y a eu un paiement, disons, des écoles de formation, et le reste, si nous devions diviser ce qui restait au niveau de ces bourses par le nombre de demandes, les gens seraient après à moins de 10 000 francs. Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est intéressant de faire du social et donner à tout le monde 10 000 francs? Il y avait un choix à faire. Ou bien, nous disons quand même la bourse par nature, c'est l'excellence, c'est le mérite. Nous convoquons l'ensemble des étudiants qui ne sont pas membres de la commission, du reste encore une fois, il faut le préciser. Nous avons voulu tout simplement faire preuve de transparence et leur demander de venir contribuer à la réflexion pour nous permettre d'élaborer des critères. Et nous en étions à cette phase-là. Dans le seul souci d'aider leurs ressortissants, des collectivités locales identifient un bâtiment dans un quartier périphérique de Dakar pour le logement des élèves et étudiants qui habitent loin de leur lieu d'études. La mairie de Pikine en a fait autant. Mais pour cette année, aucune réaction de sa part. Et aujourd'hui, l'immeuble dans lequel habitaient les jeunes filles qui quittent au fond de la banlieue, les Pikine, Kermassar et autres, et qui aujourd'hui on note des cas d'agression. Vous voyez des filles qui quittent 4 h du matin à Pikine ou Yembel pour se rendre à l'université. On en a noté 3 cas d'agression et je pense que là c'est pas normal. Et c'est un immeuble que nous avions au niveau de Médina qui aujourd'hui n'est plus payé. Le maire, avec son conseil municipal, ont estimé que s'il faut faire un arbitrage, il n'y a pas que des étudiants de Pikine à Dakar. Il y a des étudiants de Pikine dans les autres universités. À Saint-Louis, à Thiès, à Bambey, ailleurs. Et on s'est dit qu'il faut qu'on répartisse les moyens disponibles. Il faut qu'on fasse, disons, également des arbitrages en tenant compte des nécessités et des attentes des uns et des autres. Nous avons pensé aujourd'hui que du côté de la ville de Pikine, il était plus indiqué, si on devait faire un effort pour loger des étudiants, que nous logions les étudiants qui sont de Pikine mais qui sont dans les autres universités. Le bras de fer entre la mairie de Pikine et les élèves et étudiants de cette localité va se poursuivre en attendant qu'une solution qui arrange les deux parties soit trouvée.
Nous nous excusons pour ce petit problème technique. Les élèves et étudiants de la ville de Pikine demandent l'arrêt immédiat de la grève des professeurs de l'université et ceux du moyen secondaire. Ils estiment que dans ce bras de fer avec le gouvernement du Sénégal, ils sont les seuls et uniques perdants. Et là aussi, c'est d'une importance capitale. Ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, à l'université, on n'étudie plus, dans les lycées, on n'étudie plus, dans les CEM, on n'étudie plus. Pourquoi? Le SAES est en grève, le QCM est en grève. Pourquoi? Et là, c'est les élèves, c'est les étudiants qui en perdent. Nous sommes dit que ce n'est pas normal. En tant qu'élèves et étudiants, nous avons notre mot à dire. Aujourd'hui, ils se doivent de nous assurer une bonne formation. Je pense que l'État a en charge aujourd'hui cette politique. Donc pourquoi, en tout cas, tous ces mots qui aujourd'hui posent problème? Nous sommes dit qu'en tant qu'élèves et étudiants, nous avons un rôle à jouer dans cela. Le système éducatif, il y a 3 composants. Il y a le corps professoral, il y a les autorités qui sont là, et puis il y a les élèves et étudiants qui sont là. Nous sommes concernés dans ce cours. Cette grève des élèves et étudiants n'est que la suite logique de celle des enseignants du supérieur qui ont battu le macadam hier pour célébrer la journée du supérieur. Ils protestent contre le non-respect par le gouvernement des engagements pris dans le cadre d'un protocole signé en 2010. Moi qui vous parle, je suis enseignant dans cette université depuis une trentaine d'années et c'est la première fois qu'au mois de janvier, on n'a pas l'impression que l'université a démarré. Donc la situation est très grave. L'université agonise, c'est le bon terme. Voilà. Et nous sommes contre la mort de l'université. Voilà. Tel est le cri de cœur de ces enseignants au milieu de ces centaines de professeurs et étudiants venus manifester leur désarroi. Sur les banderoles et pancartes brandies, ces 2 messages partagent la première place. Au premier rang de cette marche, des professeurs, tous vêtus de leur toge, ils protestent contre le non-respect des accords signés avec le gouvernement, de la revalorisation des conditions de travail à l'accès au logement. Ces professeurs, membres du SAES, ont égrené un chapelet de revendications. Informés sur la lutte des enseignants du supérieur, sur la gravité de la situation actuelle, donc le combat que les enseignants du supérieur mènent pour une université d'excellence, et les difficultés qu'ils rencontrent dans ce combat. C'est pour sensibiliser les autorités, l'opinion sur la gravité de la situation. Voilà un gouvernement qui signe des accords il y a de cela 11 mois en disant je vous construis une deuxième cité, j'augmente les salaires, je m'occupe de mon retraite, etc., etc. Et au bout du compte, le gouvernement déclare je suis prêt à assumer une année blanche. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Voilà l'origine du problème. Si on risque de ne pas être évalué cette année au CAMES parce que le gouvernement doit 250 millions, voilà 3 ans qu'il n'a pas payé sa quote-part. Cette grève du SAES a paralysé le déroulement des cours supérieurs. Ils n'ont pas encore démarré dans certaines facultés. Les étudiants redoutent une année blanche si le gouvernement ne réagit pas à temps. Si la situation continue, bon, ça va nous amener dans la catastrophe. Vraiment, il y a de cela presque 3 mois, on n'a pas fait cours. Et ça, c'est anormal. Je veux dire que ça, c'est anormal. Parce qu'on est étudiant, donc nous devons aller à la quête de la connaissance. Donc si aujourd'hui, on n'a pas fait cours jusqu'à présent, nous perdons. Nous sommes des soutiens de famille. On a besoin de rentrer dans les classes pour étudier. Donc il faut que l'État nous vienne en aide, assurer une année totale pour les étudiants. Cette journée sera marquée par des débats sur l'enseignement supérieur, une rencontre qui va sans doute aboutir à un enseignement supérieur de qualité accessible à tous les méritants. Abdouaziz Sow, nous restons avec vous. Justement, les enseignants du supérieur appellent leur ministre de tutelle, Amadou Tidiane Ba, à engager de véritables pourparlers avec le bureau national du syndicat, mais également à travailler inlassablement en vue d'une université de qualité au Sénégal. Nous écoutons le professeur Baba Diop. Faire en sorte que les discussions reprennent et qu'on trouve des solutions. Je crois que les écarts de langage, les maladresses, il ne faut pas revenir là-dessus. L'essentiel, c'est de reprendre le dialogue pour trouver des solutions dans l'intérêt supérieur des étudiants, des enseignants, de la nation sénégalaise. Je crois que c'est ça l'essentiel. Maintenant, ce que les gens ont dit auparavant, il faut considérer ça comme
des erreurs d'appréciation, erreurs d'ailleurs qui remontent très loin, puisque l'année dernière également on avait perdu beaucoup de temps dans ces discussions. Il faudrait reprendre, les organiser et aller à l'essentiel, respecter les engagements qui ont été pris, et je crois qu'en ce moment on trouvera rapidement une solution. Tout à fait autre chose, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté a abrité une conférence portant sur le thème « Liberté et questions nationales, le regard de l'artiste », un thème débattu autour d'une kyrielle d'artistes sénégalais et africains, mais aussi des acteurs politiques et des membres de la société civile. Une occasion pour cette assistance de souhaiter un lendemain d'élection présidentielle paisible au Sénégal. Birama Kamara. L'art est le lieu de la liberté parfaite. Ainsi s'exprimait l'écrivain français André Suarez. Une opinion que vient illustrer le parterre d'artistes présents à cette rencontre, initiée par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Rencontre inscrite sous le thème « Liberté et questions nationales, le regard de l'artiste ». Nous nous évertuons aujourd'hui à nous acquitter d'une obligation morale et qui repose sur les épaules de tout citoyen sénégalais, je trouve, mais aussi des autres à qui la vie de cette belle nation est chère, celle de prévenir et de créer des garde-fous afin de préserver de ce que ce pays a de plus cher, ce qui est la paix et la cohésion sociale. Soucieux du contexte préélectoral du Sénégal, les nombreux artistes se sont penchés sur les questions en rapport avec l'art de gérer la cité. Les artistes ont un regard et une parole qui sont plurielles, c'est-à-dire que l'artiste touche des gens et c'est cela qui fait que, de mon point de vue, ils sont les plus aptes à assurer une sorte de médiation, à se préparer en tout cas à la médiation dans un contexte électoral assez chargé qui fait que les gens ont dépassé le seuil de l'inquiétude, on est presque à la peur. Les participants ont considéré que l'artiste joue un rôle important dans la vie et l'évolution de la cité. Il devrait aussi avoir la possibilité de contribuer à son développement, tout en préservant son inspiration créatrice et sa liberté d'expression. Tous les politiques ne s'intéressent particulièrement à l'art et à la culture qu'à l'approche des élections. La preuve, nous sommes à moins de 2 mois des élections. Où sont les programmes culturels ? Où sont les projets culturels? L'artiste, c'est d'abord la personne qui est libre. On ne peut pas créer en étant sous contrainte. L'artiste doit être libre, et surtout libre de dire ce qu'il pense. Et je pense qu'on ne peut pas, dans un pays, quand il y a des choses qui ne marchent pas, se croiser les bras sous prétexte que je suis artiste. Donc non, non, non. Je crois que quand ça marche, il n'y a pas de problème, mais quand ça ne marche pas, l'artiste, c'est le défenseur de liberté, et l'écrivain, c'est le défenseur de liberté aussi bien individuelle que collective. Une étape dans un processus de réflexion sur cette thématique fondamentale. La rencontre a été organisée dans le cadre d'un workshop forum qui se poursuivra jusqu'au vendredi 20 janvier prochain dans les locaux de la Fondation Friedrich Naumann, à travers un atelier sectoriel suivi d'une performance artistique de restitution du workshop. Et puis, dans le registre politique, nous notons désormais le mouvement politique dénommé « Ma carte d'électeur, mon dessin » qui a été porté sur les fonds baptismaux hier à Dakar avec pour objectif de promouvoir un vote utile et de démontrer la force que représente la carte d'électeur. Composé essentiellement de jeunes, ce groupe a décidé également de s'ériger en sentinelle pour lutter contre la violence dans l'arène politique sénégalaise. Nous nous sommes dit qu'en ces veilles d'élection présidentielle, il fallait créer un mouvement qui va sensibiliser donc les jeunes, les femmes, les hommes sur la valeur de la carte d'électeur. Le problème, ce n'est pas de créer une violence, que ce soit la violence verbale ou bien physique, mais le problème, c'est de savoir voter utile. C'est ça, c'est ce que nous voulons promouvoir, c'est le vote utile que nous voulons promouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui donc, c'est lancé pour que l'on aille à la sensibilisation, à la conscientisation des jeunes, pour que vraiment ces jeunes prennent conscience que notre destin est entre nos mains.
Économie dans ce bloc d'information, 300 milliards de francs CFA sera injecté dans le secteur de l'énergie par la République de Corée. Cette coopération entre la Sénélec et KEPCO Ingénierie vise à construire une centrale à charbon de 250 MW afin de résoudre définitivement la crise énergétique au Sénégal. Nous en parlons avec Mariam Bengue-Faye. Après plusieurs décennies de coupures d'électricité intempestives, le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre fin à la galère des Sénégalais à travers cet accord qui consiste à construire 2 centrales de 125 MW chacune pour lancer le plan TACAL dont l'objectif est de restaurer les performances opérationnelles et techniques de la Sénélec et de réduire le prix du kilowatt par heure. Les délestages, comme nul ne l'ignore aujourd'hui, ont eu à coûter 1,4% de croissance du PIB, du produit intérieur brut, aux Sénégalais, mais aussi ont contribué à accentuer la pauvreté au Sénégal, ça c'est un fait. Aujourd'hui, on a quand même dépassé ces délestages-là. L'autre défi qui reste, c'est celui de fournir aux Sénégalais une énergie à un coût bas. Cette étape importante est le fruit d'un long processus qui a démarré en novembre 2009. Un tel processus vient sceller un partenariat entre ces deux pays pour améliorer les performances de la Sénélec en matière d'énergie. Cet accord cadre vient donc sceller un partenariat dynamique entre nos deux sociétés, partenariat au-delà duquel nos deux pays s'engagent dans une commune volonté de réaliser une infrastructure électrique qui va contribuer à améliorer substantiellement les performances de notre secteur énergétique en crise depuis plusieurs années. Il détermine par ailleurs et fixe les échéances, les étapes importantes pour la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais. Une initiative bien appréciée par les autorités du pays qui ont promis aux Sénégalais une amélioration en termes de la qualité du service et de tarifs raisonnables. L'enjeu de la cérémonie de ce matin, qui s'inscrit dans une démarche prospective et réfléchie, est immense. Elle est en effet l'aboutissement d'un long travail de concertation entre nos équipes respectives. Je voudrais rappeler que ce projet de centrale à charbon vise à accélérer la couverture et la distribution d'électricité dans nos villes, dans nos communautés rurales et dans nos villages de manière à atteindre un taux de 100% d'électrification d'ici 2020. À travers cet accord, le Sénégal compte faire de la Sénélec une entreprise leader dans la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité au niveau de la sous-région. Après l'économie, nous faisons un clin d'œil à l'éducation et c'est avec le projet Waterford Early Learning qui étend ses tentacules dans les autres cases des tout-petits. Après celle de Ouest Foire qui avait expérimenté le projet pilote, c'est au tour de la case des tout-petits des HLM et de Wakam de bénéficier de ce programme. La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a procédé hier au lancement officiel de l'extension du projet au grand bonheur des petits et de notre reporter Ramatoulaye Diaokaba. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume de dire, mais en ce qui concerne l'éducation, le plus tôt est toujours la meilleure option. Dans ce monde où l'avenir appartient sans conteste à ceux qui se lèvent tôt, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a choisi d'introduire l'apprentissage de l'anglais, des mathématiques et des sciences au niveau des cases des tout-petits. Grâce donc à ce projet Waterford Early Learning, développé en partenariat avec l'Institut américain Waterford, les enfants apprennent dès le préscolaire ce que leurs aînés apprenaient au collège. De 0 à 6 ans, l'enfant est capable d'apprendre 6 langues et de les maîtriser toutes. Alors donc la barrière linguistique est mise de côté. Pour ce qui est des mathématiques dont vous parliez tantôt, ce sont les logico-mathématiques que nous apprenons aux enfants, c'est-à-dire les préparer aux mathématiques. C'est l'esprit logique que nous essayons d'asseoir chez l'enfant de 3 à 6 ans. Waterford Early Learning a été lancé en janvier 2010 à la case des tout-petits d'Ouest Foire. La réussite de ce projet a permis aujourd'hui de l'étendre à celle des HLM et de Wakam. Nous avons remarqué qu'au niveau de la phase pilote, nous avons eu une grande réussite car les enfants, dans les cours,
de réciter l'alphabet, ils comptent en anglais et ça s'est très bien passé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'abord de l'extendre dans tout le territoire national et avec l'appui du chef de l'État, nous commençons d'abord par ces deux cases qui est HLM et Ouakam. L'objectif d'abord c'est de moderniser les enfants et de les permettre d'être au même niveau que les enfants européens et américains. Durant la phase test, 106 jours de cours, soit 45 heures de renforcement en anglais, mathématiques et sciences ont été dispensés aux enfants de la grande section, de même que ceux de la moyenne section. Lorsque l'enfant vient, il identifie d'abord au niveau de l'écran d'accueil sa maîtresse ou bien son éducateur. Si c'est lui, il clique « Oui, c'est moi ». Et une fois qu'il clique sur « Oui, c'est moi », il lui donne les deux modules disponibles, à savoir Waterford Reading, Early Reading et Waterford Math and Science, c'est-à-dire l'application lecture et l'application maths et sciences. D'aucuns estiment que les maths et les sciences sont compliquées, mais la maîtrise de ces matières par ces enfants prouve à suffisance qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. La culture n'est pas en reste dans ce bloc d'information avec l'ouverture du symposium international sur la création des institutions d'art qui s'est ouvert à la Maison de la Culture d'Outasek. Il s'agit pour les artistes d'échanger sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Cette rencontre qui regroupe plusieurs pays africains et du monde est également l'occasion pour les participants de discuter sur des formes de société artistique créatrices, nous disent nos reporters Birama Kamara et Adam Diam. En Afrique, le secteur de l'art est souvent relégué au second rang, pour ne pas dire un parent pauvre. Le symposium international sur la création des institutions d'art en Afrique, qui vient de s'ouvrir à Dakar, au Sénégal, devrait permettre de rectifier les tirs. C'est juste une occasion de créer l'occasion de rassembler les professionnels du métier de ce secteur pour échanger et d'évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent, de voir ce qu'on peut faire plus tard et de discuter et d'étudier un peu les méthodologies, les fondements théoriques et les pratiques que chaque institution met en place en termes de collaboration, en termes de réflexion, en termes de présentation. L'art, considéré comme une activité folklorique, ne nourrit pas, selon des artistes, son homme. Et pourtant, c'est un secteur qui a un impact économique très positif dans les économies des pays africains. Nous ne communiquons pas souvent et suffisamment là-dessus. C'est ce qui laisse le champ à ceux qui disent voilà, la culture c'est de l'amusement. Mais quand vous voyez sur une activité culturelle, toute l'économie qui se développe autour, l'économie, je parle du petit commerce, je parle de l'hôtellerie, ces personnes qui sont venues à ce symposium de plusieurs pays d'Afrique et du monde doivent être transportées. Donc ce sont les taxis à un niveau privé qui y gagnent, mais ce sont aussi les sociétés de location. Ces personnes vont un minimum acheter un peu d'artisanat, un peu dans les boutiques de quartier, etc. Donc cette activité a quand même un impact économique. Pour la professionnalisation et la promotion du secteur artistique, les artistes pensent que l'utilisation de nouvelles technologies est plus que nécessaire. Aujourd'hui, avec tout ce monde moderne, les mass médias, les publicités, les télés qui s'ouvrent par-ci par-là, on pense qu'il y a une opportunité dans ce domaine et que les artistes peuvent trouver des issues là-dedans. Parler d'artistes, c'est parler de cet homme qui éveille les consciences. Les organisateurs de cette rencontre invitent le monde artistique à se concentrer sur cette mission. L'artiste et le penseur dans la société a un rôle à jouer et ce rôle devrait aller au-delà de ce qu'on lui attribue aujourd'hui, dans le sens que on a encore malheureusement dans nos pays, surtout dans les espaces francophones, une attitude vis-à-vis de la pratique artistique comme un lieu de divertissement. Cette rencontre qui a réuni des artistes de plusieurs pays africains prend fin ce vendredi.
Cap sur l'international, l'ancien président du Ghana a critiqué les procès de la Cour pénale internationale contre les dirigeants africains lors d'une séance du Parlement panafricain en Éthiopie, expliquant que les Africains devraient être suffisamment forts pour juger leurs propres dirigeants. Il s'est exprimé lors de la séance d'ouverture du Parlement panafricain à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est simplement humiliant qu'au XXIe siècle, notre continent voit certains de ses dirigeants traqués par la haie, comme des agneaux qui vont à l'abattoir, alors que nous sommes censés avoir la capacité de nous juger nous-mêmes. Nous devons laisser la haie à ceux qui ne peuvent pas contrôler leur destinée. Plusieurs pays africains sont visés par la CPI depuis ces derniers mois, comme la Côte d'Ivoire dont le président déchu Laurent Gbagbo a été livré à la CPI l'année dernière, le Kenya qui a 6 politiciens qui attendent les résultats des auditions sur les violences post-électorales, et la Libye où la CPI remet en cause sa capacité à juger Saïf al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi. En parlant du cas de la Libye, Rawlings a déclaré que c'était une insulte de penser qu'elle n'est pas capable de juger elle-même ses dirigeants. Si on a estimé que les Libyens étaient aptes à renverser le régime de Kadhafi dans leur quête pour la liberté et la justice, pourquoi ne pas les laisser eux-mêmes juger? La CPI avait mis un mandat d'arrêt contre Saïf al-Islam pour crime de guerre, arguant que le système judiciaire libyen de l'après-révolution n'est pas en mesure de le juger. Mais elle est depuis revenue sur sa position. Ce n'est pas la première fois que Rawlings critique la CPI, mais ses propos auront d'autant plus d'effet que le Kenya attend de savoir si les 6 suspects actuellement entendus à la CPI seront jugés. Les auditions controversées ont divisé l'opinion kenyane, où les blessures des violences qui ont éclaté après les élections de 2007 sont encore vives. Certains estiment que les 6 suspects, dont 2 candidats aux prochaines élections, ont été injustement indexés. La CPI devrait rendre sa décision lundi prochain, 23 janvier. À Essattaba, les recherches ont repris ce jeudi matin pour tenter de retrouver des survivants à bord de l'épave du Costa Concordia, alors que le bilan provisoire s'établit à 11 morts. Un très léger déplacement de l'énorme bateau échoué tout près de l'île avait rendu nécessaire une pause dans les recherches mercredi pendant quasiment toute la journée. Le bilan du sinistre s'établit pour le moment à 11 morts, dont 6 ont été formellement identifiés, 2 touristes français, un Italien, un Espagnol et 2 membres de l'équipage, l'un péruvien et l'autre hongrois qui était violoniste à bord. 26 personnes manquent à l'appel, mais parmi elles figurent les victimes dont les corps n'ont pas été identifiés. Par ailleurs, le pompage du carburant, environ 2380 tonnes, pourrait démarrer aujourd'hui pour éviter une marée noire. L'information que nous avons eue ce matin nous permet de revenir à bord du navire et de poursuivre notre opération. Nous sommes déjà à bord et allés à l'intérieur pour faire l'inspection du pont, qui est un espace de rencontre où les gens en général se rassemblent dans les situations d'urgence et d'évacuation, et il est possible que nous trouvons certaines personnes là-bas. Quindi ci sarebbero maggiori possibilità di trovare delle persone. Nous nous rendons au Pakistan, confronté à l'hostilité croissante de l'armée. Le chef du gouvernement pakistanais, Youssouf Raza Gilani, doit se présenter devant la Cour suprême pour avoir empêché que le président Ali Zardari ne soit poursuivi pour corruption. Le Premier ministre du Pakistan, Youssouf Raza Gilani, comparait ce jeudi devant la Cour suprême pour n'avoir pas voulu, notamment depuis 2 ans, rouvrir des poursuites judiciaires pour corruption contre le très impopulaire président Asif Ali Zardari. Nous nous inclinons devant les ordres de la Cour. Je vais essayer de convaincre le tribunal sur la base de l'article 248. Si Dieu le veut, je vais essayer de les convaincre pour avoir l'immunité totale.
La fermeté de la juridiction suprême met davantage en difficulté un chef de l'État et un gouvernement très impopulaire, accusé de corruption et de mauvaise gouvernance et confronté à l'hostilité croissante de la toute-puissante armée. Si le Premier ministre ne se plie pas à l'injonction de la Cour, une condamnation le forcerait à démissionner. Dans une brève adresse liminaire à la Cour, Youssouf Raza Gilani a rappelé que, dans tous les cas, le chef de l'État jouissait d'une immunité judiciaire totale. La juridiction suprême avait annulé en 2009 un décret d'amnistie générale de 2007, exonérant Zardari de poursuites notamment dans une affaire de détournement présumé de fonds publics transférés sur des comptes en Suisse. Elle avait alors sommé le gouvernement de demander à la justice suisse de rouvrir les procédures judiciaires, ce qu'il n'a jamais fait. Ramatoulaye Diaw Kaba, merci. Maud Awandiaye, xanaa naka def encore. Georgette ça va, maa ngi sant alhamdulilah. Voilà xanaa nga yëkkatiwaat xibaar yi la. waaw di la wax jërëjëf di jox dig daje sunu mbokk.